Et vous devez commencer à voir le pattern arriver. En effet, un Ketal de côté indique une petite annonce. Car si la vidéo sort bien aujourd'hui, le vendredi 10, sachez que le lendemain, le samedi 11 mai, à partir de 16h sur ma chaîne Twitch, puis plus tard sur celle de l'Orcadis, parce qu'on caste ensemble, il y aura un gros tournoi qui est le Lorcana Rivals FR, un tournoi invitationnel avec les plus grosses équipes qui vont envoyer des équipes de 2 joueurs s'affronter dans un tournoi à élimination directe. Ça peut ressembler un peu au tournoi 18 mineurs qu'on avait fait à l'époque, avec la petite différence que ce coup-ci, chaque joueur va prévoir plusieurs decks et qu'il va devoir valider plusieurs decks différents plutôt que de jouer un seul deck tout le long du tournoi. Toutes les grosses équipes françaises, même de nouvelles qui sont créées pour l'occasion, seront présentes. Il y aura vraiment du gros niveau. Et on sera là pour vous commenter ça, donc demain, le samedi 11 mai, à partir de 16h. Et en gros, on fait une partie chez moi, puis une partie chez Arcadis, comme ça on aura tout sur les deux chaînes. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous viendrez nombreux, ça va être très cool. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour la dernière vidéo de spoil. La fatigue est partie, la pêche est revenue, d'autant plus que c'est la dernière vidéo des spoils du chapitre 4. Vu que toutes les cartes ont été révélées, je fais une ultime vidéo avec seulement les cartes sur lesquelles j'ai trouvé des petits trucs à dire. Donc pas trop de cartes vanilla, pas trop de cartes avec peu de capacité, beaucoup d'objets, d'événements et de lieux, et quelques personnages aussi bien évidemment qui ont des capacités intéressantes au moins un minimum à développer. Donc c'est pour ça que cette vidéo fera 30 cartes si je ne me trompe pas. Alors qu'il y en a eu genre 60 sorties d'un coup, c'est qu'il y en avait beaucoup qui étaient juste des vanilla, des 5-5 de l'or pour 5, des trucs comme ça. Et j'avais pas vraiment la motive de refaire beaucoup de choses là-dessus, d'autant plus que faut pas trop tarder vu que tout a été sorti. Et qu'il va falloir tourner pas mal de choses, tourner une petite vidéo qui sera évidemment la vidéo des 12 cartes à surveiller. Je sais que vous êtes assez friands de cette vidéo-là, elle marche plutôt bien, donc on va clairement la refaire, d'autant plus que ce coup-ci, à part en acier, où ça va être vraiment difficile de faire un choix vu que tout est nul, dans les autres couleurs, il y a des trucs vraiment abusés, donc ça va être très intéressant de réfléchir un peu à ça. Toujours est-il qu'on est parti pour une vidéo de 30 cartes, on va pas perdre trop de temps, donc let's go. On commence avec Megara. Captivating Cynic pour 3, une 3-6 de l'or. Des stats incroyables et une capacité qui pourrait faire penser à Madame Mime, où nous, pour pouvoir jouer ce personnage, ou plutôt qu'on joue ce personnage, on doit choisir et défausser une carte, ou alors bannir ce personnage. Donc, Megara qui coûte 3 encres et une carte de votre main, mais en contrepartie 3-6 de l'or. C'est des stats incroyables, surtout pour aussitôt dans la partie. Donc, une carte qui pourrait être excellente en vert-violet, où on va peut-être avoir suffisamment de cartes en main pour pouvoir jouer un personnage avec de telles stats et faire beaucoup de l'or très tôt dans la partie. Clairement une carte qui va avantager les gameplays de type rush, car on va poser une carte qui a 2 de l'or, qui est très dure à gérer, en tout cas pas immédiatement. Il va falloir quand même mettre un peu des choses dedans pour pouvoir la gérer. Donc, Megara intéressante pour les decks rush. Attention quand même parce que les decks rush ont tendance à pas avoir beaucoup de pioches, donc ça peut être compliqué. Après même en vert jaune, si on joue des réponses, vu qu'elle a 6 de vie, ce serait très facile de pouvoir faire un trade avec un personnage adverse et de la soigner derrière et de piocher. Bref, il y a des trucs à faire. Carte intéressante. La carte numéro 2, ça sera Hera, Queen of the Gods, pour 3 ancrables, 1-3, 2 de l'or, avec hors d'atteinte. On les connaît un peu, ces stats à la Prince Jean. Sauf que déjà, Hera a l'avantage d'avoir 3 points de vie, donc au moins elle résiste au fameux tuant la bête. Qu'est-ce qu'elle fait de beau, Hera? Elle va donner hors d'atteinte à tous vos Zeus et insaisissable à tous vos Hercules. Alors, en vert gris, clairement, entre la Megara qui se redresse quand on joue des Hercules et les 3 tonnes de Hercule qu'on a, si on commence à leur donner insaisissable, ils vont être très compliqués à gérer. D'autant plus que cette fameuse Hera a elle-même hors d'atteinte, donc elle aussi est un peu embêtante à gérer. Entre Hercule qui va avoir insaisissable, donc il faut plutôt lui taper dessus, sauf que il va avoir plein de trucs dans tous les sens. Et Hera qui va rester tranquille pépouze en fond et ne rien faire. Intéressant. Peut-être un deck vert gris Hercule qui marcherait super bien avec des Hercules à 2 de l'or et des résistes et des machins et qui sont super durs à gérer. Maintenant, il faut voir si ça va assez vite en termes de lore. Je pense pas que ce sera un deck tier 1, mais il y a peut-être quelque chose à faire dans un deck un peu fun ou un deck un peu thématique. Pourquoi pas. En parlant d'Hercule, en voilà un beau. Alors, pourquoi j'ai mis ce Hercule? Pourquoi il est intéressant? Ce Hercule est là uniquement pour montrer à quel point Maui est une carte abusée. On a le même coup, sauf que lui n'est pas ancrable, et on a une 7-3 avec charge et combattant, tout comme Maui. Sauf que on gagne juste 1 d'attaque
avec Hercule, ce qui va certes permettre de gérer des lieux à 7 de vie ou des persos à 7 de vie d'en face d'un coup, mais en contrepartie, on n'est pas ancrable, et surtout on a 2 de vie de moins. Ça change bien évidemment absolument tout. Hercule, c'est Maui en moins bien. Alors si un jour Maui sort du jeu, peut-être que là on pourra réfléchir. Si un jour il y a une rotation des cartes dans l'Orcana, et j'en suis persuadé qu'un jour il y aura une rotation et qu'il y aura des formats avec des cartes valides, et qu'il n'y aura que les cartes les plus récentes qui seront valides, c'est sûr et certain, un jeu, une carte ne peut pas exister à l'infini sans rotation. Il y a forcément un moment où il y a trop de cartes dans un jeu, et c'est impossible de faire du game design dessus. Donc il y aura une rotation, donc un jour Maui sortira, et peut-être qu'à ce moment-là on jouera sur Hercule. En attendant, il n'y a aucune chance que Hercule remplace Maui. Le gain de 1 d'attaque est bien trop infime comparé à tout ce qu'apporte Maui. Le fait qu'il soit incrable, le fait qu'avec ses 5 de vie, il va résister à quasiment tous les trades qu'il peut avoir au tour 5. Et le fait que il a exactement derrière les mêmes capacités. Maui, c'est Hercule en mieux. Maui, il a 1 d'attaque de moins, mais pouvoir gérer les lieux, c'est pas si gênant vu qu'on a d'autres personnages en jeu. On a des crabes, on a des hameçons, bref, on a plein de choses pour pouvoir résoudre ce défaut, si vraiment on peut appeler ça un défaut. Pour 4, mon petit plaisir. Ah, j'étais pas sûr. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de balai à 1. Je pensais que non. Mais si, ils ont bien fait des balais à 1. 1-2 avec une capacité. Quand vous jouez un autre personnage, on peut bannir ces balais pour piocher une carte. Alors, bien évidemment, le play classique, ça va être de claquer ses balais au tour 1 et au tour 2 de jouer Yensid, de déclencher Yensid, puis de déclencher ces balais là et donc d'avoir pioché 2 cartes. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est des balais qui vont toujours être utiles parce qu'ils vont toujours pouvoir se rentabiliser. Un peu comme les adeptes ou Cusco, c'est des cartes où très généralement on va les jouer et pouvoir les rentabiliser derrière en piochant. Donc c'est toujours cool. Au pire, ils peuvent rester en jeu et apporter des bonus aux autres balais qu'ils peuvent avoir dans le jeu. Ou alors aller sur le fameux lieu des balais, je me souviens plus comment il s'appelle, mais le lieu qui fait que les balais peuvent rentrer dedans gratuitement et que les personnages ont plus un de l'or quand ils sont dedans. Donc clairement, très bonne carte. C'est exactement ce qu'on voulait pour un balai à 1. On voulait un balai, quitte à ce qu'il n'ait pas de très bonnes stats, mais qu'il ait au moins une capacité intéressante qui le rende viable même dans d'autres decks. Là, clairement, ces balais-là, non seulement sont viables en deck balai, mais même dans d'autres decks, on pourrait peut-être les préférer à des adeptes de Chernabog. Donc, à voir. Leur défaut étant qu'ils n'ont que 1 d'attaque, bien évidemment. On a une carte numéro 5, Big Ben pour 4. Donc l'espèce de comment dire, de chevalier, hein, de général d'armée des ustensiles de cuisine. Pour 4, alors l'illustration n'est pas folle. Alors moi, celle que j'ai n'est pas folle. J'espère que j'en aurai trouvé une meilleure pour le montage. Mais là, tel quel, c'est la seule que j'avais, donc pas incroyable. Pour 4, 3-3, 1 de l'or. Quand ce personnage part à l'aventure, on peut donner -2 à un autre personnage jusqu'au début de votre prochain tour. Très intéressant. Parce que le malus est sur le personnage adverse jusqu'au prochain tour, donc il pourra pas vous taper dessus efficacement. Vous pourrez taper dessus efficacement. Et surtout, encore une fois, je voulais mettre cette carte-là toujours pour rappeler qu'avec des cartes comme Sissou, ou alors des cartes comme Sous l'Océan, on a quand même des mécaniques intéressantes en termes de réduction de force, qui peuvent faire des trucs sympas derrière. Il y a eu plein de cartes qui jouent sur le fait que les personnages aient besoin d'avoir moins d'attaque. Ce genre de cartes-là qui peuvent le faire de manière récurrente, et peuvent donc déclencher des effets de remontée en main, ou des trucs dans le genre assez souvent. En vrai, il y a vraiment des trucs à faire. Donc, je me dis, il y a peut-être un début de deck jaune-vert, je baisse la force, je te monte des personnes en main, et je fais beaucoup de tempo grâce à ça. Peut-être un truc à voir. On continue avec une action, Swing into Action. Pour 1, le personnage choisi gagne charge jusqu'au début du prochain tour. Maintenant c'est sûr, la couleur de charge, ce n'est pas rouge, c'est violet. Parce que pour rouge, on peut faire ça pour 2 avec droit au but. Mais ici, on le fait pour seulement 1, ce qui prouve que la capacité charge, le mot-clé charge, est clairement prévu dans les mécaniques par les designers pour être plus orienté violet que rouge, même si rouge, on a un peu. C'est intéressant d'avoir des fois un peu des confirmations comme ça de comment le game design du jeu est prévu et a été pensé. Donc voilà, je voulais la poser là pour parler de ça. En dehors de ça, je pense pas que ça sera joué. On préférera clairement jouer les fameuses montres à gousset, je pense, qui proposent de faire pareil pour seulement 1. C'est comme si vous aviez la carte en jeu à répétition. Donc clairement, vous allez jouer un montre à gousset, je pense. Le plan d'Ursula pour 3, une action qui dit chaque adversaire doit choisir et incliner un de ses personnages, et ces personnages ne peuvent pas se redresser au début de leur prochain tour. Alors, c'est de l'inclinaison qui dure
le tour plus le tour de l'adversaire, donc il pourra rien faire avec ce personnage, et vous aurez encore un tour supplémentaire derrière pour le gérer, ce qui est très efficace. Le malus, bien évidemment, c'est que c'est l'adversaire qui choisit, donc bon, c'est pas incroyable, on va pas se mentir, mais malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Ça sera toujours des capacités qui coûteront cher, ça sera toujours des capacités non ancrables, parce que c'est des capacités qui peuvent être game breaker. Si jamais l'adversaire a un seul personnage, évidemment c'est super fort, mais est-ce qu'on va vraiment vouloir jouer ça plutôt qu'un Pinocchio? Bah je pense qu'on préfère largement Pinocchio, qui peut en plus se remonter en main, en général. La petite chose supplémentaire pour laquelle j'ai mis cette carte-là, ici, c'est qu'on voit quand même bien qu'il y a 2 Ursula dans ce nouveau set, que clairement elles ont fait un plan ensemble pour voler le trident de Triton et la couronne, je crois aussi de Triton si je ne me trompe pas. Et on verra plus tard, non je crois pas qu'on la voit dans les cartes que j'ai mises là, mais ah si on la verra plus tard. Mais voilà, il y a eu trahison, Ursula étant Ursula, il y a eu trahison quelque part. Pour 2, la lanterne rose, la lanterne à la rose, peut-être la lanterne de rose, on sait rien. Pour 2, un objet qu'on met en jeu, puis on peut dépenser 2 et l'incliner pour déplacer un dégât de nos personnages à un personnage adverse. C'est vachement intéressant, parce que c'est presque mieux que le pistolet à plasma. Parce qu'on fait à la fois un soin et un dégât adverse. Malheureusement, ça ne trigger pas le fait d'infliger des dégâts à l'adversaire, donc ça ne marcherait pas avec la bête verte légendaire par exemple. Mais je trouve ça intéressant parce que ça cumule à la fois un soin et un dégât à l'adversaire. Ça passe au travers des résistances bien sûr. Ça peut déclencher des effets de soin et bah il faut avoir des dégâts sur soi. Et vous allez voir qu'en rouge il y a des dégâts sur soi. On va en parler plus tard mais jusqu'à maintenant on se disait bon les personnages rouges qui se mettent des dégâts sur eux c'est vachement bien pour jouer avec jaune et avec réponse. Je commence à me dire qu'un rouge violet avec des personnages qui se mettent des dégâts pour ensuite les transférer à l'adversaire avec des cartes violettes, ça peut être très fort. Hein. On va en parler, mais ça peut vraiment faire très très mal, je pense. La carte numéro 9, Diablo pour 1. Bah voilà, je voulais juste montrer le petit Diablo qui allait servir très certainement d'alter pour le Diablo vert. Pour 1, 1, 2, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez voir la main de l'adversaire. Donc c'est un peu comme un rien à cacher. Qu'on joue au tour 1, on voit la main adverse. Ce qui est très utile pour pouvoir jouer des Ursula derrière ou d'autres choses du genre. Comme ça, on sait si jamais Ursula va marcher ou pas. Dans le pire des cas, il fera un peu de l'or. Bref, très bon alter pour le Diablo derrière parce que c'est un personnage pour 1 qui a une capacité très intéressante. Donc de base, je suis plutôt fan. Carte numéro 10, Pat. Pourquoi j'ai montré Pat? Et bien parce qu'on a parlé de Big Ben avant, on a parlé des personnages qui ont des capacités qui remontent en main, et justement, bah il y a des trucs intéressants. Pat, pour 2, non ancrable, 2, 3, 1 de l'or. Si ce personnage part à l'aventure alors qu'il a 5 d'attaque ou plus, vous pouvez remonter un personnage en main avec 2 d'attaque ou moins. Ça fait beaucoup de conditions, on va pas se mentir. Mais, si vous avez la reine en jeu, la reine alter, elle remplit les conditions elle toute seule. Vous l'envoyez à l'aventure, vous mettez plus 4 à un adversaire, et vous mettez plus 4 pardon, à Pat, et vous mettez moins 4 à un adversaire, bah, Pat peut partir à l'aventure, et remonter le personnage en face, tranquillement. Je suis pas ultra fan de la combo, en vrai, parce que ça demande pas mal de cartes précises qui vont ensemble, parce que mettre des malus de force à l'adversaire, c'est déjà une chose. Mettre des bonus de force dans ces personnages dans le même deck, c'est plus compliqué, même si en vert, on a les solutions pour, c'est quand même pas la panachée, on va pas se mentir. Mais, encore une fois, je voulais montrer qu'il y a vraiment un aspect très fort dans le vert de vouloir remonter des petits personnages en main, et que du coup, avec les cartes jaunes qui baissent la force adverse, on a vraiment des mécaniques qui se mettent en place, et un type de deck qui pourrait se créer à lui tout seul, où on passe notre vie à baisser la force des personnages adverses pour les remonter en main, pendant que nous on fait tranquillement du lore. Un deck tempo, en l'occurrence. Contrôle tempo, ce serait très intéressant. Pour 11, la nouvelle carte du fameux bleu-gris, hein. Clairement, cette carte-là, elle va être jouée, c'est sûr et certain. Pour 1, la Fortisphère, qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, quand on joue cet objet, on pioche une carte. Donc, c'est un peu comme une glace à l'eau, de base. C'est-à-dire que, de base, bah, vous la jouez, piochez une carte, vous jouez en 56 cartes, c'est super efficace. Avec Flaversham, ça se défausse pour faire des trucs, bref, c'est cool. Mais en plus, vous pouvez bannir cet objet en payant 1, et choisir un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça, bah, typiquement en bleu-gris, pour mettre des personnages remparts qui vont protéger votre Big Ben à côté, qui lui, leur donne plus 1 de résistance, la combo est incroyable. Vraiment, c'est une carte parfaite pour le bleu-gris, qui va pouvoir se permettre de jouer encore plus d'objets, plus de Faversham, et donc de faire toujours plus de cartes piochées. Vraiment très très bon objet, qui pourrait même complètement remplacer les Glace à l'eau, tant que Nick Wilde n'est pas joué, il n'y a aucun intérêt de jouer Glace à l'eau plutôt que Fortisphère.
vu qu'ici l'effet de rempart est plus intéressant que l'effet de soin, je trouve, de très loin. Donc, vraiment très bon objet en gris. En dehors de bleu-gris, ça peut être joué, donner rempart, encore une fois, ça peut être intéressant. Dans les decks, rempart, justement, avec des petits gens et tout, ça peut être vachement cool. Donc, il y a des trucs à faire, je trouve ça vraiment pas mal. Porcinet, la fameuse deuxième légendaire grise, et jusqu'à maintenant on avait une très bonne légendaire et une légendaire super nulle à chaque set. Eh bien, le set 4 voit l'apparition de deux légendaires vraiment pas folles. On avait déjà parlé de Donald, mais là ici, pour 5 non ancrables, on a une 3-5, 3 de l'or. Attention, 3 de l'or c'est quand même beaucoup. Et arriver au tour 5, c'est quand même vraiment pas mal. Résiste 1, donc c'est comme si c'était une 3-6. Donc on a quasiment l'équivalent de la reine en bleu du chapitre 1, qui est une des meilleures vanillas du jeu, ici avec une carte légendaire. Donc faut pas sous-estimer Porcinet, attention, il est vraiment bien niveau stat. Le problème c'est qu'il est non ancrable et que sa capacité est pas si folle. Tant qu'on n'a pas de carte en main, ce personnage peut défier des personnages debout, qui ne sont pas inclinés, qui ne sont pas épuisés. Il a 3 de l'or, dans quel univers tu veux attaquer avec ? Encore une fois, on se retrouve avec des personnages qui ont les fesses entre deux chaises, entre j'ai des capacités clairement orientées pour aller faire du lore, et malheureusement, j'ai des stats, j'ai des stats qui sont clairement orientées pour faire du lore, mais j'ai une capacité qui me demande d'attaquer, donc j'aurais préféré avoir une capacité qui dit des trucs cool sur le fait de faire du lore. Donc dommage, il n'est pas nul comme de nul, il n'est pas vraiment nul non plus comme Namaru, des trucs comme ça, je veux dire, il a des bonnes stats. De base, quand même, on est sur un personnage à 5 qui a 3 de l'or. De base, c'est pas déconnant. Mais il n'y a pas grand chose à faire avec, malheureusement, ses capacités ne rentrent pas assez dans les decks. Et vous n'avez pas envie de ne pas avoir de carte en main. Même si vous jouez Tiana à côté, vous n'avez pas envie de ne pas avoir de carte en main. On va ensuite avoir Sissou. Et alors là, oh là là. Alors ça, c'est un bon personnage. Hein. Pour 3, 1-1. Insaisissable. Donc clairement, elle va faire du lore derrière, hein, tant qu'on la gère pas. Et quand vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un personnage adverse avec 1 d'attaque ou moins. Et en fait, arriver au T3 avec cette capacité, c'est pas mauvais. Parce qu'entre les personnages du tour 1 qui peuvent avoir que 1 d'attaque ou moins, genre des cendrillons, des trucs comme ça, on peut avoir des T2 qui ont très peu d'attaque, genre la fée, alors pas Bucky, ça marchera pas malheureusement, mais on peut penser à la fée bleue, des trucs comme ça. Et aussi, tout simplement le fait que même plus tard dans la partie, ça peut enlever des Flavor Sham, ça peut enlever des réponses. Il y a des petites cibles de temps en temps qui sont présentes. Et là, c'est pas les remonter en main. C'est pas comme le vert qui remonte en main des trucs à 2 attaques de moins. Non, non, là, on les bannit. Donc, intéressant. D'autant plus intéressant que ça rentre parfaitement avec l'idée de la Sissou Alter qui bannit tous les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Donc, encore une fois, le deck jaune-rouge qui baisse la force adverse, ça marche aussi. Clairement, le jaune qui baisse la force adverse, c'est une vraie mécanique qu'on peut combiner avec du vert ou du rouge à partir du chapitre 4. C'est très intéressant au niveau des cartes sorties, tout ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, à côté de ça, elle peut faire du lore tranquillement. Elle peut servir d'alter pour la grande Sissou qui fera des trucs de ouf. À côté de la Sissou A3 qui, elle, aura des stats de malade. Vraiment, les Sissou, ils ont sorti des vraies bonnes Sissou dans le chapitre en rouge. Il y a vraiment un truc à faire. Très curieux de voir à quel point ça sera fort. Parce qu'évidemment, on a plein de nouvelles mécaniques et plein de nouveaux decks qui pourraient se mettre en place. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce que ces decks sont T1, T1.5, T2, nul, etc. Donc ça, on pourra le savoir qu'en testant énormément. Bruno Madrigal, pour 4, une 3-3, insaisissable. On en avait déjà parlé, mais vu que c'était un leak, j'ai vraiment analysé. Mais cette carte-là est incroyable en deck balai. On peut l'incliner pour nommer une carte. Donc je rappelle, quand on nomme une carte, on dit juste le gros nom. Par exemple, ici, on dirait Bruno Madrigal. Le sous-titre en dessous, Undetected Uncle, ne compte pas. On nomme juste la carte. Si vous voulez une preuve supplémentaire de ça, quand on joue un alter, on doit jouer sur une carte qui a le même nom. Donc si jamais on comptait le sous-titre en dessous, on pourrait jamais alter de carte, ça serait ça serait cassé, ça marcherait pas. Donc clairement, quand on nomme une carte, c'est sûr et certain, on dit que le nom en gros. Et si jamais c'est bien la carte nommée, on peut mettre cette carte dans notre main et avoir 3 de l'or. Rendez-vous compte. Dans les decks balais, où je pense environ la moitié des cartes seront des balais. Au moins un tiers, mais au moins la moitié des cartes seront des balais. Ça veut dire qu'avec Bruno Madrigal, vous avez une chance sur 2 de piocher une carte et d'avoir 3 de l'or. Et le perso, pour faire ça, il doit s'incliner, mais il est insaisissable. C'est méga fort. C'est méga fort en deck balai. Et en bonus, si vous jouez des decks qui ont les moyens de savoir quelles cartes sont au-dessus, avec d'autres decks, pareil, c'est extrêmement puissant.
Alors évidemment, cette carte-là, on pense au Chandron d'Ursula pour pouvoir voir les 2 cartes du dessus du deck et derrière utiliser Bruno. Mais pas besoin de cela, moi je vous le dis clair et net, les decks balais joueront Bruno Madrigal, mais aussi les chapeaux de sorcier. Les chapeaux de sorcier qui, je le rappelle, on paye un tout petit peu, on incline, on nomme la carte du dessus, si c'est la bonne, on pioche, et bien et sinon on la remet au-dessus. Donc justement, on pourra se servir des chapeaux de sorcier pour voir la carte du dessus. Si jamais on l'a, tant mieux, on pioche. Si jamais on l'a pas, bah on sait ce que c'est et on pourra utiliser Bruno Madrigal derrière. On pourra aussi penser à utiliser potentiellement des cartes comme compléter sa collection. Parce qu'en complétant sa collection, on garde toutes les cartes du dessus. Et si on retient bien correctement les cartes, et bien derrière, on peut se servir des chapeaux et surtout de Bruno Madrigal très efficacement. Donc, très clairement, Bruno Madrigal, carte incroyable. Vraiment très 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 bonne carte. Qui va faire un taf de ouf en deck balai. Faire du lore. Faire de la pioche, c'est tout ce qu'on demande. En deck balai, on veut de la pioche en plus. Bah, entre Yensid, ça et les autres trucs qui arrivent encore derrière, franchement, on va avoir la pioche, on va avoir tout ce qu'il faut. Le deck va tourner, je me fais aucun souci, on n'aura pas besoin de rêve bleu, ça va être génial. On continue avec le décret de Triton. Une carte pour 1 qui dit chaque adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige 2 dégâts. Alors, c'est une très bonne carte. C'est même meilleur qu'Allumer les mèches, potentiellement. J'explique pourquoi. Parce qu'en multijoueur, clairement, déjà, c'est meilleur. Ça touche tous les adversaires. Et parce que si vous jouez premier joueur, mais si vous jouez en tant que deuxième joueur, vous pouvez la claquer. Et vu qu'il y aura seulement une seule carte dans le camp adverse, il va être forcé de la remettre dessus. Et c'est comme si vous aviez joué votre Allumer les mèches tour 1. Maintenant, par rapport à Allumer les mèches, plus tard dans la partie, ça a bien moins d'utilité. En solo. En multijoueur, ça sera toujours efficace. Mais en solo, bah, on doit mettre de dégâts à un personnage que l'adversaire choisit. Il peut très bien choisir un personnage qui a résistance. Et du coup, ça ne marche pas très bien. Ou choisir un personnage qui de toute façon va partir derrière, être banni au prochain tour. Bref, c'est vraiment pas fou. Ça aurait pu être intéressant. En fait, c'est pas une mauvaise carte. Et voilà, encore une fois, en multi, c'est vachement cool. Donc évidemment, pour les formats multijoueurs, des AP et tout ça, bah, prenez cette carte, hein, ça sera trop bien. Mais sinon, non, pas incroyable. Dommage, parce que ça aurait pu être un bon remplaçant de Allumer les mèches potentiellement. L'avalanche. Cette carte-là, par contre, il y a peut-être des trucs à faire. On en parlait il n'y a pas longtemps et on disait que ce serait intéressant d'avoir une carte qui met un dégât à tous les adversaires. Moi j'avais dit que ce serait peut-être une chanson pour 3. Au final, bah, c'est une carte pour 4 mais qui bannit un lieu en plus. Et en plus vous pouvez, ça veut dire que si jamais vous êtes le seul à avoir un lieu en jeu, vous pouvez décider de ne pas le faire. Donc carte très intéressante parce qu'elle arrive un tour plus tôt que tuons la bête, sauf si elle est chantée par un alter, etc. Blablabla. Elle arrive 2 tours plus tôt que Clochette aussi, si elle n'est pas alter. Donc clairement, Avalanche peut être un très bon outil contre les deck rush. Et en plus de ça, ça pète les lieux. Donc, pourquoi pas. Péter les lieux tout en mettant des dégâts à tous les adversaires, ça peut être intéressant. Maintenant, faut voir si les lieux vont être très joués. Mais en vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est utile et contre les decks qui vont jouer beaucoup de lieux, et contre les decks rush. Donc je me dis que cette carte sera jamais vraiment perdue. Le défaut, c'est qu'elle est non ancrable. Et donc si jamais il n'y a pas d'utilisation efficace, elle sera pas si ouf. Donc à voir justement si jamais ça va être joué. Je suis pas sûr pour être honnête. On continue avec Triton, le jeune prince. Pour 4, une 3-4 qui a des stats intéressantes. Bah ouais, 3-4, 1 de l'or, bon c'est pas ouf à ce niveau-là. Mais il gagne insaisissable pendant son tour. Donc déjà ça peut vous servir à choper les insaisissables adverses. Et on a vu qu'il commence à y en avoir un paquet des insaisissables à 3 de vie qui sont très embêtantes. Donc de base ça peut être intéressant. Mais surtout lorsque l'un de vos lieux est banni, vous pouvez le mettre en encre. Ça tombe bien, parce qu'en bleu, il y a le fameux gros Triton qui coûte très cher. Donc on pourrait jouer plein de lieux, espérer que l'adversaire les bannisse, et du coup, derrière, avoir plein d'angles pour jouer le gros Triton, baisser la force adverse et mettre en place la fameuse mécanique de Snowball qui dit que plus on a lieu, moyen d'attaque en face. Du coup, il peut ni gérer nos lieux, ni gérer nos personnages, donc il ne peut plus rien faire. Et si par l'aventure, vu qu'il a toujours 0 d'attaque, nous on peut l'attaquer et ne rien prendre. Donc, super intéressant. On peut vraiment bloquer la game avec ce gros Triton, et ce petit Triton, en plus d'être un alter et très efficace, pourrait permettre d'aider à avoir l'encre nécessaire tout en jouant des lieux. La carte est très intéressante. Encore une fois, il faut voir si le deck Triton est jouable, mais pour moi, tu peux tellement bloquer la game avec le gros Triton que bah ouais, ça va l'air super fort. La planche, pour 3 non ancrable, un objet. On paye 2, on le bannit et on choisit entre bannir un héros, et vu le nombre de héros qu'il y a dans le jeu, avoir un bannissement comme ça pour 3 puis pour 2, c'est super intéressant. Ou alors, on peut redresser le vilain de notre choix, qui ne peut pas passer à l'aventure jusqu'à la fin du tour, mais... il y a des vilains très cool à redresser, des Tremen, des trucs comme ça qui ont 2 de l'or.
Comme ça, ils restent tranquilles de leur côté. Ou alors des personnages du genre des Madame Mime ou des Medusa pour pouvoir repartir, attaquer d'ailleurs si elles sont toujours vivantes, entre guillemets. Ou alors les envoyer à l'aventure puis attaquer avec. Carte très versatile, je pense vraiment qu'il faut l'envisager. Je pense vraiment que c'est un kill à long terme, mais qui peut être très efficace. C'est un peu comme la pomme et trucs comme ça, sauf que là, il y a plus d'utilisation. Et du coup, bah, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette planche. À voir ce que ça sera joué. Je suis pas sûr pour être honnête, parce que c'est quand même très particulier. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a plein de decks où tu peux la mettre en x1, tu la poses en jeu et t'attends, quoi. Vraiment, il y a des trucs à faire. On enchaîne avec les Training Grounds. Pour un lieu à 5 de vie. On peut rentrer les personnages dessus pour 1. Et une fois qu'ils sont dessus, on peut payer 1 pour donner plus 1 d'attaque. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une capacité qu'on peut faire plusieurs fois. Il n'y a rien qui dit que tu peux pas payer 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1 pour mettre plusieurs fois plus un attaque à un personnage sur ce lieu. Et du coup, le but, bien évidemment, c'est de les monter à un nombre de points d'attaque suffisant pour déclencher des capacités un peu cool. Alors, ça coûterait très cher de faire ça avant de le mettre sur le Snuggly Duckling, parce qu'il faudrait le mettre sur ce lieu-là, payer, le remettre sur le Snuggly Duckling, attaquer avec. Ça commence à être un peu tiré par les cheveux. Par contre, des trucs comme Li Sheng ou des choses comme ça peut clairement faire le taf. Donc, j'aime beaucoup Training Grounds. Il y a des trucs à faire avec, clairement. Encore une fois, après, c'est un lieu. On perd la tempo. Faut voir si c'est rentable que ça. La petite Mulan. Alors, la petite Mulan, qu'est-ce qu'elle a de beau? Bah, pour 1, c'est une 2-1. Parce qu'en fait, elle rentre en jeu avec 2 marqueurs de dégâts. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est typiquement le jeu de cartes qui, non seulement marche, enfin fait penser à Mergotel, hein, qui fait pareil, mais qui est 2-4 de base, et qui prend 3 dégâts en rentrant en jeu. Donc, elle, c'est une 2-1 pour 1. Dans tous les cas, c'est toujours utile. Et si jamais vous tombez sur réponse plus tard, ou surtout, potentiellement, si on fait un deck rouge-violet avec les transferts de dégâts, ça peut être méga intéressant, bien évidemment. On peut aussi imaginer jouer ces différents personnages-là avec la fameuse clochette rouge qui permet de sacrifier des personnages pour piocher autant de cartes que les blessures qu'ils ont sur eux. Là, les blessures, ils les ont. Donc, c'est nickel. Et dernièrement, on peut imaginer des decks basés sur du bleu-rouge avec du soin en bleu pour soigner les personnages blessés rouges. Ça peut être aussi sympathique pour essayer de faire des points avec Grand Pabi. Je pose plein d'idées, hein. Maintenant, je pense que la moitié sont flinguées. Mais par contre, le violet-rouge, je transfère des dégâts. Ça, je commence à y croire, hein, vu le nombre de cartes. Parce qu'en plus de cette Mulan, transition, on a justement une bête blessée pour 3, 2, 6 qui rentre en jeu avec 4 dégâts sur elle. Donc c'est une 2-2 de l'or pour 3, ce qui est vraiment pas ouf pour le coup en termes de stats. Mais elle a beaucoup de dégâts à transférer ou à soigner. Ça peut être super efficace. Et ce qui est vachement cool, c'est que contrairement à notre ami, comment elle s'appelle, Mère Gothel, bah la bête, on peut la jouer au T3 juste avant réponse. Là, au Mère Gothel, c'est T2, donc on laisse 2 tours à l'adversaire. Très intéressant. Vous jouez Mère Gothel, l'adversaire va se dire ah bah non, je peux pas la laisser en jeu, je suis obligé de la bannir avec un dégât direct. Et là, vous jouez la bête et l'adversaire il se dit ah bah zut, il va quand même faire réponse dessus. Donc, encore une fois, clairement, il y a grave des trucs à faire. Faire la potion pour 2 non ancrables, on a une action qui permet de choisir entre bannir un item ou infliger 2 dégâts à un personnage déjà blessé. Bah en fait, je trouve ça super intéressant parce que cette carte sera toujours utile. C'est un peu comme il a touché mon cœur, je crois, du coup en vert. La carte qui permet de bannir des objets. Sauf que c'est pas une chanson et que c'est non ancrable, mais on a une autre utilisation qui est de mettre 2 dégâts à un personnage déjà endommagé. Ça arrivera tout le temps. Des moments où on veut mettre 2 dégâts à un personnage déjà endommagé. Et au pire, bah, on peut bannir des objets. Je trouve cette carte vachement bien. Je pense vraiment qu'elle mériterait son petit x2 dans plein de decks du jeu. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent de ah mais on n'a pas de quoi gérer les objets dans telle couleur. Maintenant en bleu, en vert et en gris, vous avez là, clairement de quoi faire. Et si vous ne jouez pas une de ces 3 couleurs, bah, c'est clairement assumé que vous ne jouerez pas les objets. Donc ça vaut ce qui est péril. La trahison d'Ursula, la fameuse, on en parlait. Et là voilà justement on voit How dare you double cross me. Ursula a crié en se lançant sur l'autre Glimmer, hein, l'autre personnage, l'autre invocation. Et là on voit bien les Ursula, on voit bien qu'il y en a une qui a double cross. Et carte un petit peu intéressante, pour 1, on fait défausser une carte adversaire, mais si jamais il décide de ne pas le faire, vous pichez une carte. Donc au mieux ça se recycle, au pire ça défausse. Ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que c'est pas vous qui choisissez. Et comme toujours, les effets où c'est l'adversaire qui choisit, c'est toujours moins intéressant. Parce qu'il y aura toujours moyen de choisir le truc qui nous arrange le plus. Et donc, bah, que l'effet soit amoindri. Donc malheureusement, je ne suis pas très fan de cette carte.
Mais il fallait en parler justement pour expliquer pourquoi c'est pas si ouf, malgré le fait que ça dise, potentiellement ça peut faire de la défausse dès le T1. Le Hidden Cove, et bah ça j'aime bien, parce que ça donne de la vie pour pas cher. Pour 1, un lieu à 6 de vie, c'est embêtant à gérer un lieu à 6 de vie. Pour 1, vous mettez votre personnage dessus, il a plus 1 attaque et plus 1 de vie. Là ça commence à être intéressant, parce que du coup on commence à donner des vrais stats à nos personnages. Donc j'aime bien ce lieu. Comme d'habitude, les lieux, le problème toujours, c'est que on ne sait pas si jamais le lieu au niveau du tempo ça va tenir ou pas. Là, ça veut dire que pour avoir un personnage pour le défendre, au tour 2, il faut déjà un personnage à 1 pour le mettre dessus pour qu'il ait plus 1 plus 1. Après, ça veut dire que vous jouez ça au tour 1, au tour 2, votre 2-2 ça devient une 3-3. Ce qui n'est pas déconnant en soi. Le problème c'est qu'au tour 2, si jamais vous jouez un personnage pour 1 et que vous le mettez dessus, l'adversaire, si au tour 1 il avait posé un personnage à 3 d'attaque, il va juste bannir votre lieu et ça aura servi à rien. Donc, toujours un peu compliqué. Mais j'aime bien ce genre de cartes là qui permettent de mettre des personnages dessus pour avoir des stats. Ça, c'est des bons trucs. C'est des bonnes cartes. Esquive. La fameuse esquive avec Donald qui arrive à esquiver un truc, comme quoi Donald n'est pas toujours Donald. Mais pour 2 cartes ancrables, le personnage choisi gagne hors d'atteinte et insaisissable. Autrement dit, à part qu'il soit tout seul avec Tremen, ou à part des trucs du genre soyez prête, ou s'il avait très peu de vie, des trucs comme Sissou, bref, des trucs dans le genre, le personnage, il est quasiment invulnérable. On peut difficilement l'attaquer, on peut pas le cibler avec des capacités. C'est pas inintéressant. Maintenant qu'il n'y a qu'une carte pour ça, c'est toujours le problème de ouais, mais est-ce que tu as vraiment une carte où tu veux faire des choses à ce point-là? Moi, ma pensée va envers la bête verte légendaire qu'on a peut-être envie de garder vraiment de manière sûre et certaine pour faire des combos absolument immondes le tour d'après avec Sheriff de Nottingham et le Bayou, ou alors avec des trucs de dégâts de manière générale. Donc, peut-être que là il y a des choses à faire. Sinon, je vois pas quelle carte serait autant centralisée dans le jeu pour faire des trucs si fous que ça avec. Donc, à voir. Là, tel quel, je vois pas quel personnage en profiterait le plus, mais rien que le fait que ça existe est intéressant. Le prince Eric pour 6, le fiancé d'Ursula. 5-5 de l'or, c'est pas des mauvaises stats. Il a un shift 4, ce qui est intéressant parce que des princes Eric, on en a pas mal sur lesquels de shift. Et tant que vous avez un personnage nommé Ursula en jeu, ce personnage gagne rempart et plus 2 points de vie. Donc si vous jouez des Ursula en jaune, ou si vous jouez le fameux deck défaut avec des jaunes verts et des Ursula dans tous les sens, mine de rien, ça fait pour 6 une 5-7 rempart. Et comme ça, vos Ursula derrière, qui sont jaunes ou vertes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Pas inintéressant. Parce que, bien évidemment, si on joue un deck défausse, on veut défausser au max la main adverse et gagner derrière. Mais c'est toujours bien d'avoir d'une, des personnages de l'or, de 2, des stats pour pouvoir résister au truc adverse si jamais il commence à vouloir remonter la pente. Et en plus, vous protégez vos Ursula qui pourront chanter et faire ce qu'elles veulent derrière. Franchement, super intéressant. J'aime beaucoup la carte. Je sais pas si pour moi le deck défausse devrait essayer de jouer avec. C'est une carte qui s'essaye, ça. C'est une carte, je peux pas dire que c'est forcément fort tout de suite, mais clairement c'est une carte qui s'essaye dans le deck au minimum. Donc rien que pour ça, let's go, hein, faut tenter, moi je pense. Le Underworld, la rivière du Styx, le lieu d'Hadès, hein, les enfers chez Hadès, Hercule, tout ça. Pour 2, 6 de vie, 1 de l'or, on rentre dedans pour 2. Et quand un personnage part à l'aventure alors qu'il était sur ce lieu, on peut payer 3 pour récupérer un personnage de notre défausse dans notre main. C'est méga fort comme capacité. Parce que c'est comme si le moindre personnage qui part à l'aventure, il générerait partir là-bas sans payer de carte. Donc de base, c'est méga fort. Maintenant, c'est très cher. Il faut payer 2. Il faut mettre un personnage dessus pour 2. Il faut payer 3 quand il part à l'aventure. C'est très très cher. Mais la pioche sélective de la défausse, ça sera toujours intéressant. Donc non, clairement, il y a des choses à faire avec ce lieu. Faut trouver le deck où tu as la tempo de jouer ça. C'est toujours ça le problème, c'est qu'en jaune, les lieux, faut trouver la tempo pour les jouer. Et c'est toujours compliqué de trouver la tempo pour jouer ce genre de lieu. Donc, pareil, j'ai envie de l'essayer, mais je suis pas sûr que ça va entrer dans le deck. Je pense que c'est trop lent. Une petite Daisy pour 4, on avait la Daisy en verte qui défausse, et bien ici aussi on a une Daisy qui défausse, parce que pour 4 c'est une 2-3, et quand vous la jouez, chaque personnage, chaque adversaire, choisit et défausse une carte de sa main. Encore une fois, jaune vert défausse, ça va être n'importe quoi. Je préfère, je pense, à Daisy verte, qui a de meilleures stats et qui a de l'or, même si elle doit partir à l'aventure pour le faire. Ici, ce sera peut-être une bonne carte pour le jaune-violet, vu qu'on peut la remonter en main pour refaire son effet. Sinon, je pense que je préfère quand même la Daisy verte, qui va le faire à chaque fois qu'elle part à l'aventure, et donc le faire ad vitam aeternam.
Donald, un petit Donald pour 3. 2-3, c'est un mousquetaire avec rempart. Et quand vous jouez ce personnage, un autre personnage gagne plus 1 de l'or pour ce tour-ci. Bon, c'est un rempart pas cher. Il est mousquetaire. Donc pour le deck mousquetaire, rempart, tout ça avec le Mickey, clairement ça se fait. Le plus 1 de l'or, bon, ça sera vraiment des fois sympa, des fois situationnel de ouf. Après, c'est toujours potentiellement un lore gratos en plus, donc c'est toujours à prendre. Hein. Le moindre lore gratos, on le prend toujours, c'était clair et net. Là, tel quel, je sais pas si ça va être joué. En deck mousquetaire, je pense que ça se joue clairement pour avoir un rempart pas cher, encore une fois. En dehors, je pense pas que ce sera assez fort. Et pour finir, cette longue liste de cartes, un Gaston, un super rare, Despicable Dealer. Gaston pour 3 non ancrables, 2-4, vous pouvez l'incliner pour payer 2 de moins le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci. Ça veut dire que tour 1 plutôt, et plutôt que de jouer prof, vous jouez Gaston au tour 3. Et si plutôt reste en vie, enfin si plutôt disparaît malheureusement, vous pourrez toujours jouer un personnage à 5 au T3. Si jamais plutôt reste en vie, vous pouvez jouer un personnage à 6 au T3. Et là ça commence à monter haut, hein. Là ça commence à monter très très haut. Hein. Pouvoir commencer à jouer des Robin des Bois à 4 de l'or au tour 3, c'est dur à gérer derrière, ça fait du lore. Hein. Donc j'aime beaucoup cette carte, je trouve que sa capacité est méga forte. Il a quand même 4 de vie, donc c'est pas non plus si facile que ça à gérer au niveau des personnages qui peuvent attaquer. Alors bien sûr, Mime Renard, etc., ça évidemment. Mais c'est pas non plus un personnage qui a juste 2 de vie, quoi, ou 3 de vie comme le prof. Ici, un fracassé ne suffit pas. Donc clairement, ce Gaston, je le trouve cool. Alors il est ancrable, certes, mais en fait, quand t'as moyen d'avoir autant d'encre très tôt dans la partie, est-ce que t'as besoin d'ancrer tant de cartes que ça? Donc vraiment, avoir un moins 2 de coups au tour 3, voire même au tour 2 avec plus tôt, permet de jouer des gros personnages tellement tôt. Tellement tôt. Et la tempo engendrée est vraiment forte pour le coup. Autant juste moins 1 c'est intéressant, mais bon ça va. Là moins 2 ça commence à faire beaucoup. Hein. Quand tu commences à pouvoir jouer des Medusa et des Tremen au tour 4, oh, c'est fort. Hein. Parce qu'au pire si vous le jouez tour 3 naturellement, ouais c'est ça, ça veut dire qu'au tour 4 vous pouvez jouer un personnage à 6. Donc tour 4, Tremen ou Medusa. Voilà. Juste ultra fort. Peut-être que ça vaut le coup en deck Mufasa. Même si je pense pas que t'as besoin de tant de tempo que ça en Mufasa. T'as déjà la lanterne, donc à voir. Mais donc voilà, Gaston intéressant vraiment, carte qui peut être jouée très clairement. On a beaucoup de cartes très cool dans le chapitre 4. Vous l'avez vu, on a vu à peu près toutes les cartes. C'est le premier chapitre où j'arrive à faire tous les spoils. Alors, tous les spoils. À la fin, quand ils en balancent 60 d'un coup, la fois d'avant, j'ai juste dit, ouais, tant pis, c'est pas grave, je fais les 12 cartes et puis basta. Ici, je me suis dit, quand même, faire une vidéo, c'est intéressant à la fois pour ça, pour vous annoncer aussi, évidemment, le tournoi de demain, je rappelle, hein, le tournoi de demain qui va être très cool à commenter. Mais sinon, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que chapitre 4, encore une fois, on donne plein de mécaniques différentes à plein de decks différents. Il y a des cartes qui vont rentrer dans les decks existants, genre, on a dit Fortisphère, bleu-gris, oui, clairement. Mais il y a aussi des couleurs qui peuvent jouer de manière différente par rapport à avant. Plein de decks potentiellement faisables. Franchement, je suis grave fan pour l'instant. Maintenant, évidemment, il faudra voir la méta, comment elle s'équilibre. Est-ce qu'il y a un deck qui en ressort vraiment plus fort que les autres ou est-ce que tout le monde a à peu près sa chance? Moi, j'ai plutôt l'impression, tel que ça part, qu'il y a tellement de choses différentes qui se font que il y aura des decks qui auront leur chance contre tout parce qu'il y aura des decks qui vont être forts contre certains, puis nuls contre d'autres, etc. Ça va être dur de faire un deck qui bat tout. Je pense. Mais ça va être super intéressant en termes de deck building et super intéressant de suivre les tournois, très clairement. Lille sera chapitre 3, mais derrière, après ça, tous les tournois chapitre 4, ça va être passionnant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je ne dis pas toutes les vidéos, mais je le dis de temps en temps. Et j'espère que la suite vous plaira. Tournoi demain en stream. Et la semaine prochaine, donc, on va ralentir le rythme. Mais je sors, promis, une vidéo des 12 cartes à surveiller. Et là, le choix, il va être difficile en vrai. Parce que pour chaque couleur, il y aura plein de trucs intéressants à dire. Mais on va voir ça. On va essayer de faire le tri. Et on va essayer de vous trouver les cartes les plus intéressantes de par couleur. Comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Ciao à tout le monde.